agences fédérales, c'est au niveau américain. Par exemple, le FBI peut obliger n'importe quelle entreprise américaine à leur fournir les données stockées sur leur serveur. Potentiellement, les Américains peuvent avoir accès à ces données. Toute entreprise de droit américaine peut voir ces données être réclamées par le gouvernement fédéral, quelle que soit la localisation de ces données-là. C'est tout ce qu'il y a à retenir en fait. C'est ça qui pose problématique aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KAG Code. Avant tout, je tenais à vous remercier sincèrement pour le soutien que je reçois par rapport à cette chaîne-là. Voilà. Je précise que c'est un side project. Moi, j'ai d'autres activités à part faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Mais j'ai de super retours, que ce soit sur les vidéos sur Kubernetes ou les vidéos thématiques que j'ai commencé à faire depuis peu. Donc vraiment, merci beaucoup pour les partages, etc. Et les abonnements. Donc ça me motive à pouvoir continuer à mettre une partie de mon temps libre sur ça, même si bon, ma famille n'est pas très contente parce qu'après le boulot, je vois une partie de mes week-ends qui est concentrée à faire ces vidéos-là. Mais bon, je prends du plaisir à faire ça et voilà. Donc merci beaucoup et continuez à vous abonner, à partager, à liker. Ça me donne de la force et ça me donne envie de pouvoir continuer à vous faire cette vidéo-là. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire avant de démarrer l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous le promets, donc ça c'est une vidéo, c'est même une série de vidéos que je vais faire, ça c'est la première, qui va probablement changer votre regard en fait sur le cloud. Voilà. Donc si vous êtes développeur, vous êtes chef d'entreprise ou bien vous êtes simplement un intéressé par les technologies, vous utilisez probablement au quotidien les services comme d'AWS, vous connaissez par exemple qui est Amazon Web Services, ou encore de Microsoft Azure ou encore de GCP, donc les trois géants américains. Moi principalement, une grande partie de mon métier, c'est de pouvoir en fait mettre en place des infrastructures sur ces cloud providers là, notamment AWS et Azure pour lesquels j'ai une grosse expertise quoi. Voilà. Donc ils sont globalement assez puissants. Je ne vais pas dire qu'ils sont faciles d'utilisation, mais lorsqu'on a compris comment ça marche, on s'est bien formé dessus, on va dire que voilà, ça coule de source en fait. Voilà, ils sont assez scalables, etc. Donc ils apportent quand même de gros avantages par rapport à gérer les infrastructures on-prem. Par contre, si je vous disais que l'utilisation de cette plateforme-là pourrait mettre en danger les données de votre entreprise, je pense que beaucoup de gens s'en doutent déjà. Ceux qui travaillent dans le cloud et tout, ils ont déjà forcément entendu parler des débats sur le Cloud Act, sur la protection des données, sur les risques de fuite des données. Donc, c'est des débats politiques qui sont assez prégnants encore ces derniers temps avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Voilà. Donc, moi, je fais cette vidéo-là suite à une conférence à laquelle j'ai participé. Donc, c'était une conférence dans laquelle il y avait les gros providers ou bien les gros hébergeurs français, les gros hébergeurs tech français, voilà, comme OVH, Scaleway. Il y avait aussi l'ANSI. Et leur but vraiment, c'était de venir vendre leurs services, essayer de vulgariser leurs services et de se mettre en avant et surtout mettre en avant l'argument du fait que c'est important de pouvoir utiliser un cloud souverain européen qui garantissait que les données restaient en Europe et surtout, ça faisait aussi tourner l'économie européenne, à contrario des grosses boîtes américaines pour laquelle la tech, on va dire, européenne s'est habituée, c'est-à-dire utiliser les services comme Amazon, etc., mais avec les risques qui vont derrière de potentiellement avoir ces données qui sont récupérées par le FBI, etc. Voilà. Donc, dans cette série de vidéos que je ferai, ça c'est l'introduction, je vais documenter. Donc, je me suis dit, suite à cette conférence, je me suis dit, effectivement, moi je suis très cloud centré, notamment cloud américain. Et j'ai très peu, au final, utilisé des solutions européennes. Donc, j'ai un peu travaillé quand même sur OVH, etc. Donc, je me suis dit, ça va être l'occasion, moi, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, à ne plus avoir travaillé sur des hébergeurs conventionnels ou bien des hébergeurs français. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de pouvoir sortir mes applications, une partie de mes applications, vers une autre solution, vers un autre hébergeur? Est-ce que je suis trop cloud agnostique? Parce que c'est la question qui se posait. Est-ce que je suis trop vendor locking? Est-ce que j'utilise trop des solutions? Est-ce que je peux encore sortir? Parce que justement, c'est l'argument que mettaient en place les intervenants de Scaleway et d'OVH. Le risque de se retrouver en fait vendor locking, c'est-à-dire ne plus pouvoir sortir d'AWS ou d'Azure parce on a trop utilisé leur service manager, etc. Et on devient un peu dépendant d'eux et à leur merci. Et du coup, ils peuvent augmenter les prix comme ils veulent. On ne pourra pas d'autres alternatives. Donc, c'est un peu sifflé dans ma tête. Je me suis dit, effectivement, c'est un argument qui est plutôt pertinent au-delà de la partie données, donc on va discuter plus tard. Ça, c'est un argument qui me paraissait aussi intéressant. Donc, je me suis dit, moi, à mon niveau, toutes les infras que je gère, donc mes applications, etc., notamment pour ma société HKTech, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de les sortir? Donc, je me suis donné le challenge d'essayer de sortir une de mes applications et de la migrer vers un cloud provider français. Et bien sûr, en gardant le même niveau d'exigence, c'est-à-dire faire de l'infra as code, avoir du monitoring, la supervision,
avoir des temps de réponse qui sont performants, etc. Est-ce que c'était possible en fait? Donc ça va être le but de cette vidéo-là. Et l'idée, c'est que ça va servir un peu, ça pourra vous aider vous aussi si vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de pouvoir sortir une application du cloud d'AWS vers un autre cloud provider. Je trouve que ce n'est pas assez documenté. Et moi, mon but de cette série de vidéos, ça serait de vous montrer ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'introduction. On va poser les bases. Donc on va voir quels sont les dangers des clouds américains. Pourquoi c'est important de quand même se poser la question de se dire est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de revenir à une solution pour utiliser un hébergeur par exemple européen, un hébergeur de droit européen. Et je vais vous expliquer le choix de l'hébergeur que j'ai choisi et pourquoi j'ai choisi cet hébergeur-là. Voilà. Donc c'est parti pour cette première vidéo. Donc je vous laisse prendre un petit café, venir vous installer et on lance le générique. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais vous présenter le dernier logiciel que ma société HKTech a développé. C'est le logiciel EasyQuiz. EasyQuiz.ai. EasyQuiz.ai, c'est un logiciel simple, intuitif qui s'adresse aux recruteurs, aux formateurs, aux enseignants ou à toute personne qui à un moment donné doit devoir évaluer de la performance, doit devoir évaluer des candidats. Grâce à la puissance de l'IA, va vous aider dans la conception de vos sujets d'évaluation, notamment dans la conception des quiz d'évaluation. N'hésitez pas à aller tester, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Donc déjà, avant de se lancer corps et âme perdu dans le sujet, on va d'abord poser des bases. C'est-à-dire, on va d'abord définir, on va d'abord se mettre d'accord sur ce que c'est que le cloud souverain. Donc on entend beaucoup parler de ça et c'est le but aussi de cette vidéo-là. Donc je vais d'abord vous définir ce que c'est que le cloud souverain. On va commencer par la base en fait. Il faut savoir que lorsqu'on parle de cloud, donc quand on parle de cloud pour le grand public, en gros c'est de l'hébergement. Mais sauf que c'est de l'hébergement avec aussi pas mal de services, donc des services managés. Avec ce qu'on appelle du PaaS, donc du Platform as a Service, ou encore du SaaS, du Software as a Service, ou encore de l'IaaS, de l'infrastructure as a Service. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des serveurs qu'on vous met à disposition, c'est aussi tout un panel de services qu'on vous met à disposition pour pouvoir en fait builder vos applications de manière plus sécure, plus rapide et plus efficace. Donc, ça, c'est ce qu'on parle du cloud. Mais l'essence même du cloud, ça reste quand même de l'hébergement. Il ne faut pas qu'on oublie ce terme-là. C'est quand même de l'hébergement, mais un peu une sorte d'hébergement plus plus. Donc, c'est une question. Et il faut savoir que quand on parle donc du coup d'hébergement, comme on parle de données, forcément qu'il y a de la législation dedans. Donc, c'est une question de droit. Ce n'est pas qu'une question de technicité, ce n'est pas qu'une question de rapidité. Donc, le cloud, c'est vraiment aussi une question de droit. Parce que selon que les données sont dans tel endroit, telle localisation, il y a des droits, il y a une législation qui s'applique à ces données-là selon ce pays-là. Voilà. Donc, ça, c'est super important. Donc, pour résumer, on fait une définition simple du cloud souverain. Donc, quand on parle de cloud souverain, maintenant, je vais rajouter le terme de souveraineté. Donc, le cloud souverain, en fait, ça désigne, entre guillemets, un service cloud dont l'infrastructure, les données et l'entreprise en elle-même sont exclusivement soumis au droit européen, puisqu'on parle de cloud souverain européen. Donc, je répète, donc, quand on parle de cloud souverain, ça veut dire que l'infrastructure, donc l'infrastructure se retrouve dans ce cloud souverain européen, l'infrastructure doit se trouver en Europe. Les données doivent être en Europe aussi. Et enfin, l'entreprise doit être européenne. Ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui quand vous utilisez AWS. Peut-être l'infrastructure peut se trouver en Europe si vous utilisez par exemple la région Irlande. Les données peuvent se retrouver aussi en Irlande si vous êtes, par exemple, les données en Irlande. Mais par contre, AWS, ça reste une entreprise de droit américaine ou Azure, Microsoft et Google en fait. Donc, vous remplissez peut-être les deux premiers critères, mais par contre, le critère au niveau de l'entreprise en fait elle-même qui va porter tous ces droits-là, il se trouve que ce ne sont pas des entreprises européennes. Donc, on ne peut pas parler de cloud souverain lorsque vous travaillez sur Azure, sur AWS ou de GCP. Factuellement, ce n'est pas le cas, même si il y a des tournures, etc. Mais si on base sur cette définition simple que je vous ai donnée, travailler sur Azure, et AWS et GCP ne vous confère pas, on va dire, le certificat de cloud souverain en fait. Donc cela pose, donc c'est très important parce que cela pose donc quelques problématiques en fait. Parce qu'il faut savoir qu'un cloud n'est jamais neutre en fait. Donc comme je l'ai dit, il va obéir aux lois de son pays d'origine, donc le pays d'origine de l'entreprise. Donc s'il y a une loi qui dit qu'aux États-Unis, toutes les entreprises européennes, toutes les entreprises américaines toutes leurs données peuvent être exploitées par l'administration,
quelle que soit leur localisation, quels que soient leurs clients. Les entreprises européennes, elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent rien faire contre ça, en fait, parce que c'est la loi. Et la loi s'applique à l'entreprise, en fait. Donc, quand vous allez sur AWS, quand vous allez sur Azure, etc., s'il y a une loi américaine qui décide que, voilà, elles peuvent récupérer vos données, bah, vous ne pouvez rien faire par rapport à ça, en fait. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est ça les problématiques aujourd'hui qu'il y a avec les clouds souverains. Parce que ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je ne vais pas citer d'entreprise, mais la grande majorité des entreprises qui font l'économie européenne, que ce soit les tech, les entreprises du CAC 40 ou bien les startups innovantes qui émergent là, les licornes françaises, c'est triste à dire, mais elles sont tous sur AWS en fait, enfin sur AWS. Elles sont soit sur AWS, soit sur GCP, etc. Donc en gros, une partie de leurs services dépend de ces entreprises américaines-là, donc du droit américain. Donc potentiellement, les Américains peuvent avoir accès à ces données. Et du coup, ça pose des problèmes de souveraineté, d'où le terme de cloud souverain, qui n'est pas respecté lorsqu'on parle de ces services-là. Donc ça, c'était l'introduction. Donc je tenais vraiment à expliquer cette base-là. Comme ça, après, on va pouvoir entrer un peu plus encore dans le détail en ayant déjà ces notions-là bien comprises. Donc, ici, on va parler donc du Cloud Act. Donc, cette loi américaine qui fait trembler en fait les entreprises européennes et qui est le cœur du problème. Voilà. Donc, en gros, le Cloud Act qui est sorti en 2018, je crois, donc ça stipule en fait que les agences fédérales, donc les agences fédérales, c'est au niveau américain, par exemple le FBI, au fédéral d'investigation aux US en fait, peut obliger n'importe quelle entreprise américaine, donc comme Amazon, comme Microsoft ou comme Google, voilà, à leur fournir les données stockées sur leur serveur. Et cela, peu importe où sont situés ces serveurs physiquement. Donc, c'est ce que j'expliquais déjà en introduction. Donc, ça, c'est carrément un scénario de l'horreur, en fait. Donc, ça veut dire que vous utilisez, par exemple, Azure ou Google. Vos données sont à Paris sur des buckets d'AWS, sur des buckets d'Azure ou bien sur des storage, de stockage Azure, etc. Bon, en gros, vous n'êtes pas protégé à cause du Cloud Act, en fait, l'administration américaine peut accéder à ces données-là, en fait. Voilà. Donc, le gouvernement, en fait, peut déclencher, peut réclamer ces données. Et le pire dans tout ça, vraiment, ce qui est vraiment le pire, c'est que euh, l'entreprise, en fait, européenne peut ne pas être informée de ça. Donc, elle ne sera même pas notifiée. Donc, donc les données, en fait, quand Azure va aller récupérer, en fait, vos données sur ces serveurs, etc., pour les donner à l'administration, en fait, ils ne vont même pas vous informer. Donc, c'est probablement déjà le cas, mais on ne s'en rend même pas compte, en fait. Donc, il n'y a pas de notification. Et aujourd'hui, il n'y a aucun moyen légal pour s'opposer à ça. Voilà. Donc ça, c'est une vraie problématique. C'est vraiment une. Et c'est le cœur de tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur le cloud souverain, sur le fait que les cloud providers européens, français, ils alertent sur le fait qu'en gros, il y a des données qui vont vers les US. Voilà. Donc, imaginez donc une réquisition qui peut se passer en secret, donc un secret industriel, ou bien vous avez vos données, vous parlez du RGPD, etc., avec des informations médicales, ben, probablement les Américains peuvent avoir accès à ça. Voilà. Bien sûr, les gens vont dire qu'il y a toujours d'autres contraintes, blablabla, mais factuellement, c'est ce que dit la loi du Cloud Act, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des problématiques et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la question de sortir du cloud provider peut s'imposer à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, l'État européen, l'Europe peut aussi décider qu'en gros, aujourd'hui, on ne veut plus que nos données soient sous ce secteur-là. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, si, conscient de ce risque-là, vous voulez maintenant prendre des mesures pour que vos données, les données de vos clients, je ne sais pas, ou de votre entreprise ne se retrouvent plus soumis à ce risque-là d'avoir une administration qui va aller piocher là-dedans, notamment l'administration américaine, sur les plans des secrets industriels, etc. Comment faire? Donc, comment donc contrecarrer en fait le Cloud Act? Donc, la solution, c'est de ne, c'est un peu triste, mais la solution triviale, c'est de ne plus dépendre de ces entreprises américaines-là pour vos données. Et comment est-ce que vous faites? Donc, vous vous tournez donc vers des solutions locales, donc des solutions européennes. Et ces solutions européennes-là, aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Il y en a quand même qui existent. Voilà, donc moi, je vais citer que les européennes. Donc, il y a par exemple OVH, qui est plutôt l'historique, qui est connu pas mal de personnes. Mais OVH, ils ont plusieurs avantages et plusieurs inconvénients, notamment on a toujours en tête le gros crash qu'ils avaient eu, je crois, en 2018 ou 2019. Bon, bref, je ne sais plus exactement la date de leur data center qui avait crashé en Strasbourg avec plein de PME qui ont vu leurs données disparaître, etc.
Et il y a la deuxième entreprise qui est un peu moins connue. Il y en a d'autres, hein, moi je cite que ceux-là, parce faut pas moi j'ai choisi de choisir, j'ai décidé de faire un choix, de citer que ces deux-là. Je précise que je ne suis pas financé par aucun des deux. Voilà, donc comme ça c'est clair. Donc la deuxième entreprise, c'est Scaleway. Euh, D'ailleurs, c'était les deux entreprises qui étaient à cette conférence-là, donc c'est peut-être pour ça que je les cite, parce qu'ils étaient présents à cette conférence où j'ai assisté. Donc, Scaleway, en fait, je crois que ça appartient au groupe Ilia de Xavier Niel, si je ne me trompe pas. Voilà. Dites-moi si je me suis trompé en commentaire. Et cette entreprise-là, elle est un peu plus récente, parce qu'en OVH fait par exemple 1 milliard de chiffre d'affaires, pendant que Scaleway, ils sont autour de à peu près 200 millions, 300 millions par an. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont communiqué. Euh, donc, moi, j'ai décidé que j'allais prendre l'un d'eux pour pouvoir faire mon POC, là, mon petit challenge perso de pouvoir sortir mon application du cloud. Voilà. Donc, OVH, j'en ai déjà utilisé au tout début de ma formation, de ma carrière. J'ai travaillé un peu sur du OVH. Et j'ai toujours eu une petite partie des serveurs sur OVH, donc des serveurs, des VPS, comme on appelait à l'époque. Et aussi quelques noms de domaine. Donc, j'avais pas gardé une très bonne image à l'époque. Voilà, je pense qu'ils ont fait des gros progrès aujourd'hui. J'ai toujours quelques noms de domaine là-bas, mais je n'utilise pas vraiment pour tout ce qui est processing calcul. J'utilise qu'aujourd'hui éventuellement pour les registrats des noms de domaine. Voilà. Et la deuxième entreprise, c'est Scaleway dont j'ai parlé, qui est un peu plus récent. Je n'ai jamais utilisé Scaleway. Donc, moi, comme je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, le but aussi c'est d'apprendre. Donc, j'ai décidé que j'allais partir sur Scaleway. Parce que OVH, je ne vais pas faire de critique dessus. Je connais un peu, j'ai déjà eu à travailler dessus. Par contre, Scaleway, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été aussi séduit par l'interface de leurs produits, etc. Et je me suis dit, voilà, comme ils sont nouveaux, ils sont petits, ça va être plutôt intéressant. Donc, j'ai essayé de partir sur eux. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, je vais vous documenter, je vais vous présenter l'architecture technique de l'application que j'ai décidé de migrer de AWS vers Scaleway. Et on va, au cours de cette série de vidéos-là, je vais vous montrer comment est-ce que moi je vais procéder. Et je vais vous détailler toutes les étapes techniques sans rien vous cacher. Et comme ça, on va voir si à la fin, je suis bloqué. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être bloqué parce qu'il y a un tel service que j'utilise chez Amazon que j'aurais peut-être du mal à migrer sur Scaleway. Mais l'avantage que j'ai, c'est que moi, je suis un dev, j'ai une équipe de développeurs. Donc, s'il faut recoder certaines briques pour que ça entre dans le moule de Scaleway, on va essayer de le faire. Mais bon, après, on va essayer de... Il ne faut pas non plus qu'en termes de budget, que ça explose tout, quoi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire de manière aussi light, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu tout pour cette partie-là. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai les liens sur le Cloud Act parce qu'il y a une autre loi qu'on appelle le SHREM 2, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails puisque je ne suis pas un juriste, je ne veux pas faire l'expert juridique. Donc, je me limiter à ce que je vous ai dit là sur le Cloud Act de 2018, qui fait que toute entreprise de droit américaine peut voir ses données être réclamées par le gouvernement fédéral, quelle que soit la localisation de ces données-là. C'est tout ce qu'il y a à retenir en fait. C'est ça qui pose problématique aujourd'hui. Voilà. Donc, en utilisant une entreprise de droit européenne, avec les données qui sont en Europe, détenues par une société européenne, ben, en fait, on va pouvoir répondre à la problématique d'avoir un cloud souverain, une application hébergée sur un cloud souverain. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous dis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur cette série de vidéos-là sur laquelle je migre mon application. Je sors d'AWS, voilà, on va dire, on va appeler le titre comme ça. Je sors d'AWS. Mais je ne vais pas sortir toutes mes applications. Hein. Le but, c'est de faire juste un POC sur cette première application-là. Comparer aussi les coûts, voir ce que ça, la stabilité dans le temps. Et pourquoi pas, à terme, peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, si je suis content avec Scaleway, sortir toutes mes applications de là, quoi. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour ce challenge-là. Et ensemble, on va voir ce qu'on est capable de faire. Donc, voilà. Portez-vous très bien et à très vite. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.